Madame, Messieurs, merci de vous retrouver encore ce soir à travers ce magazine Au-delà de l'actualité. Ce soir, nous parlons du mémorandum adressé au secrétaire général des Nations Unies par le parti politique Unité de Valeurs. Qu'en est-il exactement? Pourquoi? Comment? Alors nous recevons ce soir le président du parti politique Unité des Valeurs, Maître Michel Okongo. Bonsoir. Bonsoir Gisèle. Alors nous parlons de ce mémorandum que vous avez adressé au secrétaire général des Nations Unies, formulé au nom du peuple congolais. Alors qu'en est-il exactement et pourquoi? Merci de m'avoir invité. Si vous le permettez, je voulais commencer d'abord par exprimer une pensée à nos frères et sœurs de l'Est, donc nos compatriotes, et qui ne cessent d'être massacrés matin, midi, soir, par les forces négatives. Nous citons le Rwanda, l'Ouganda, associés aux forces armées de l'Afrique de l'Est, donc l'EAC. Et tout cela se passe sous la supervision des États-Unis d'Amérique. Je pense également à nos soldats, nos vaillants soldats qui sont là en train de combattre jour et nuit au péril de leur vie, en train de tout faire pour sécuriser notre pays. Pour répondre à votre question, madame, vous devez le savoir que l'heure est grave. Extrêmement grave. Dans la mesure où ce qui nous arrive aujourd'hui, après que le Congo ait pendant longtemps servi les intérêts des Occidentaux du temps de Mobutu, alors la République d'Isaïe, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Que n'avons-nous pas fait pour satisfaire ou plutôt défendre les intérêts du bloc occidental? Mais c'était le jeu politique du moment. Vous le savez bien, après la chute des murs de Berlin, nous avons été payés par la monnaie des singes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, je crois que chemin faisant, je vais vous donner les grandes lignes de ce mémorandum. Nous allons commencer d'abord par la motivation. Pourquoi ce mémorandum? Ce qui m'a motivé. Ça veut dire quoi? Dans notre pays, nous avons toujours tendance à ne pas appeler les chats ou les chiens par son nom. Cette agression a commencé du temps du président, l'ancien président américain Bill Clinton. C'était en 1995. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a appelé des services, donc le Pentagone et la CIA, ainsi que associés à d'autres services de leur pays qui s'occupent de la sécurité. Et il a exprimé, je parle du président Bill Clinton qui a engagé toute l'Amérique. Le président a exprimé sa volonté, son désir d'attaquer le Congo, de piller le Congo, de s'approprier des richesses nationales de notre pays. Tout est parti de là. Mais pour y arriver... Il a exprimé comment? Oui, il a commandé, j'en arrive, il a commandé un travail, il a donné un travail, il a commandé, afin qu'on puisse lui donner ce qu'il faudrait. Donc, les deux services, associés à d'autres, ont fait ce travail-là, lui ont présenté un plan d'agression de la République démocratique du Congo. Ça devait commencer d'abord par la neutralisation du président Habyarimana, ce qui a été fait. Ensuite, il fallait associer certains pays européens, entre autres la Grande-Bretagne, ça sans oublier également la Belgique. Ils se sont mis d'accord. Les États-Unis a neutralisé le président, vous connaissez l'histoire, Habyarimana, qui a été assassiné. Brièvement, il faut retracer l'histoire, afin de permettre au peuple congolais d'avoir le fil rouge de tout ce que nous connaissons. La suite, c'est quoi? Les États-Unis ont pris leur armada, donc tout l'armement qu'il avait en Éthiopie. Vous savez qu'en Somalie, vous savez que les États-Unis avaient une base militaire en Somalie.
après qu'ils aient quitté la Somalie pour des raisons que nous connaissons, ils ont pris cet armement qui a transité par, ils l'ont acheminé au Rwanda via l'Ouganda. Nous avons tous les rapports. Et c'est à partir de là que nous avons eu ce qu'on appelle les massacres qui ont commencé au Rwanda. Et puis pour finir, ça atterrit chez nous et ça continue. Alors tout ce qu'on a eu comme rébellion AFDL, rébellion patati patata, c'était juste une manigance pour pouvoir atteindre les sols congolais, piller. Et je vous dis que dans cette histoire, dans ce pillage, dans cette volonté de balkaniser les Congos, vous avez également les multinationales américaines, canadiennes, sud-africaines et européennes qui s'y sont mêlées. Est-ce que vous savez bien? Mais la base, vous voulez dire que c'est les États-Unis qui est derrière tout ça? La base, ce sont les États-Unis qui sont derrière cela. Mais ce qui m'étonne dans notre pays, nous connaissons toute la situation. Ceux qui nous gouvernent, les dirigeants de notre pays, savent également, savent pertinemment que nous sommes agressés par les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est un pays ami de la République démocratique du Congo, ou plutôt, c'est un pays qui se dit ami de la République démocratique du Congo. Alors, à un moment donné, il y avait les bouts d'iceberg qui étaient visibles, c'était les Rwandais. Et même lorsqu'il s'agissait de toiser du doigt le Rwanda, ben, tout le monde se mettait presque à trembloter. Nous avons, j'ai dit que nous avons été les premiers à le faire. Pourquoi l'avons-nous fait? C'est parce que nous nous sommes dit que les Congos n'a pas... pointé du doigt le Rwanda. Oui, il fallait commencer... derrière cette guerre. Là, il fallait commencer par là parce que la partie visible de l'iceberg, c'était le Rwanda, un peu l'Ouganda, mais plus le Rwanda. Maintenant, chemin faisant, nous avons compris que dans cette histoire dramatique, vous avez les États-Unis qui veulent absolument avoir le contrôle de nos richesses nationales. Et d'une part, vous avez les Rwandais et tous les pays de l'Afrique de l'Est, à majorité Tutsi, qui veulent instaurer ce qu'on appelle l'empire Ima-Tutsi. Le Congo est pris en tenaille et nous lançons un appel à certains pays de la sous-région pour leur dire que si nous ne sommes pas unis pour combattre les Hitler africains, qui est Kagame, eh bien, nous risquons tous de passer à la trappe. Pourquoi? Regarde comment, petit à petit, on nous a déplacés. Parce que l'organisation, sur le plan régional ou sous-régional, auquel appartient notre pays, c'est l'Afrique centrale. C'est là où nous sommes à l'aise. Nous avons toutes les organisations de l'Afrique centrale. Maintenant, à un moment donné, Mouzé est arrivé et nous avons eu un penchant vers non, nous sommes allés vers la SADC. Vous voyez? Et petit à petit, on ne peut pas comprendre cette bifurcation que nous avons pris pour nous retrouver à EAC aujourd'hui. Or, nous sommes parmi les faucons. Nous sommes parmi les rapaces. Et je l'ai dit une fois au chef de l'État, à travers mes écrits. J'ai dit, vous avez été élu. Vous êtes un président ici du processus électoral. Mais entre-temps, lorsque vous traitez avec Kagame, vous traitez avec Museveni, ce sont les seigneurs de guerre qui sont arrivés au pouvoir par les armes. Ce sont des sanguinaires. Je ne vois pas comment nous, je parle de la RDC, parce que les chefs de l'État représentent notre pays. Nous ne pouvons pas admettre que les chefs de l'État puissent s'asseoir avec les seigneurs de guerre pour parler de la paix, sachant qu'ils n'ont qu'un seul langage qu'ils comprennent, c'est le langage de violence, le langage... Il faut répondre par la guerre. Vous voulez dire ça?
Non, parce que vous savez... il faut utiliser le même langage que eux face à cette situation. C'est ce que j'ai proposé. Mais nous sommes un pays pacifique. Et un pays réputé pour son hospitalité. Nous ne sommes pas des vats en guerre. C'est pourquoi nous avons commencé par dialoguer. Mais à un moment donné, il faut savoir, d'une main, prendre la carotte et de l'autre les bâtons. C'est ce qu'il faut. Je vous dis, c'est un mémorandum de plus de 30 pages. C'est-à-dire qu'on passe par l'option de la guerre. Oui, l'option de la guerre. Voilà, je vous dis une chose. Nous sommes victimes d'un grand complot. Rassurez-vous, notre armée, c'est une forte armée. Et sur le plan d'effectifs, nous sommes à 135 250. Je ne parle pas encore de nouveaux recrues que je n'ai pas encore comptabilisés. Il y a une institution, une structure, chaque année, qui publie les nombres, l'effectif de chaque armée africaine. Je crois les 10 ou 15, non, c'est 30 premières puissances et 30 premières armées en termes d'effectifs. En termes d'effectifs, nous sommes 11e. Non, nous sommes 8e, entre 8e et 9e. En termes de puissance militaire, nous sommes 11e présentement. Et pour freiner l'action de notre armée, on nous a soumis à un embargo terrible. Et cet embargo... Qui a déjà été levé. Oui, ça c'est une façon de parler parce que lorsque les trafics maritimes, c'est sous le contrôle des Américains. Si on a levé, entre guillemets, l'embargo, comment acheter, comment acheminer, ça pose un problème. Parce qu'on n'a pas, vous voyez, les États-Unis n'ont pas la volonté d'aider le Congo. Les États-Unis, y compris tout le pays qui nous mène la guerre, n'ont pas la volonté de nous laisser armer notre armée. Sachant que nos forces armées, l'armée aujourd'hui, les FARDC, c'est l'une des meilleures armées au monde. Je vous ai dit que nous sommes entre 8 et 9e. Ils sont classés vraiment les meilleurs. Et puis en termes de puissance, dans le classement de global qui est établi par les Américains, vous ne trouvez pas les Rwandais. Vous trouvez l'Ouganda derrière nous, vous trouvez le Kenya derrière nous, la Tanzanie derrière nous. Mais par rapport à ce que vous dites, Maître Michel le Congo, mais vous parlez de l'armée de la RDC comme une puissante, une forte armée. Mais comment nous n'arrivons pas à faire face à cette rébellion? On doit faire venir les forces régionales de l'EAC. Je ne vous laisserai pas dire ça. C'est pourquoi il y a, en quelque sorte, il y a un mélange de pédales. Sincèrement, à un moment donné, je me suis dit que le pays étant agressé, nous devons, donc les politiques doivent se mettre ensemble. Vous voyez, nous devons prôner l'unité. C'est ce qu'on a fait. Tous nous sommes rangés derrière les chefs de l'État, derrière notre armée, derrière les institutions de la République. Mais aujourd'hui, je me suis décidé de parler. J'ai commencé d'abord par frapper fort. J'ai dit, il faut appeler le chat par son nom. J'ai parlé des États-Unis. Mais vous n'êtes pas le seul aussi à savoir ou à déceler que c'est les États-Unis qui est derrière cette guerre. Pourquoi est-ce que les autres ne dénoncent pas aussi? Parce qu'on cite le Rwanda, mais on n'a jamais parlé des États-Unis comme étant derrière cette guerre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une grande puissance, on ne saura pas faire face à elle. Non, nous sommes un État souverain. D'abord, il faut partir de ça. Notre souveraineté est reconnue par le monde entier. Nous sommes indépendants depuis 1960. Autrement dit, on serait encore dans l'ancien statut, mais nous avons quitté l'ancien statut qui faisait de nous un État colonial. Pour revenir à votre question, l'armée est forte, mais elle n'est pas outillée, tout simplement parce qu'on nous a empêché d'armer de donner à notre armée des moyens. Et c'est à peine qu'on vient de lever l'embargo, mais moi je ne veux pas justifier
Vous avez dit un problème d'acheminement de Ça, l'armement. ça c'est ma façon de voir les choses. Mais les questions militaires, je les prends avec des pincettes. Je préfère que les professionnels de l'armée puissent se prononcer. Mais si moi je le fais, parce que de toute façon, on est acteur politique, on aspire à des grandes responsabilités, on ne peut pas se soustraire sur certaines démarches. C'est ce qui fait que je puisse, à un moment donné, aborder cette question. On ne peut pas en même temps figurer en bonne place sur la liste des meilleures armées et ne pas reconnaître que notre armée est l'une des plus fortes au monde. Alors, le mémorandum, Maître Michel Okongo, vous l'avez adressé au secrétaire général des Nations Unies. Vous voulez dire quoi concrètement? Ah oui, c'est la question que j'attendais. Vous savez, mentez, 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 il en restera quelque chose. C'est ce qu'on nous a dit. Le monde entier nous a menti. Le monde oublie que nous avons contribué à la paix et à la sécurité internationale lorsque le monde entier était en guerre. C'est notre uranium tiré de la mine de Chikolobe qui a mis fin à la guerre mondiale. Mais aujourd'hui, si j'ai adressé ça au secrétaire général de l'ONU, c'est parce que depuis 1960, nous avons la toute première force des Nations Unies chez nous, depuis les 7, si je ne m'abuse pas, entre les 7, non, c'est les 7, parce que les 11 c'était l'indépendance, là nous sommes en 1960, les 11 c'était l'indépendance de la sécession du Katanga, les 7 juillet, la toute première force des Nations Unies est arrivée chez nous. Tout simplement parce qu'on voulait neutraliser Lumumba. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vais noter une chose. Ce sont les forces onusiennes, telles que nous avons la MONUSCO aujourd'hui, qui sont allées séquestrer Lumumba, alors que cette force-là n'avait aucun mandat. Tout a commencé par là. Or, en neutralisant Lumumba, en faisant en sorte qu'on puisse l'acheminer, l'amener à la mort, c'est notre démocratie qui a été assassinée. Toujours les Nations Unies, nous avions eu MONUC et aujourd'hui MONUSCO. Mais pour la première fois au monde, ce que les gens ne comprennent pas, et pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne le savent pas, je vous le dis aujourd'hui, pour la première fois au monde, nous avions eu une force, soit de paix, de stabilisation de la situation dans notre pays, qui a été autorisée de faire usage des armes. Ça n'a jamais été nulle part. Pourquoi la MONUSCO a été autorisée de faire usage des armes? C'est pour préserver les vies humaines des civils, pour aider le gouvernement à stabiliser la situation, mais pour protéger également les institutions du pays. Et quand bien même que la MONUSCO a été autorisée de faire usage des armes, mais vous avez le secrétaire général des Nations Unies, autant que son représentant spécial, Mme Bintou, qui font une déclaration officielle, publiquement, pour dire que nous ne sommes pas en mesure, je cite le secrétaire général, nous ne sommes pas en mesure de combattre les M23. Parce que l'armement dont dispose le M23 est de loin supérieur à notre armement. Mais je dis, mais ça c'est grave. Il faut prendre cette déclaration en détail. D'abord le secrétaire général, qui est un homme que je respecte, ancien premier ministre du Portugal, c'est un politicien avéré d'abord, et diplomate, mais qui est aujourd'hui à la tête des Nations Unies, qui vous dit ça. Il vous dit la vérité. Même si on a tendance à arracher les cheveux, mais cet homme a dit la vérité. Maintenant, cette vérité-là, il faut aller la puiser à la source. Ça veut dire les Nations Unies, c'est 187 pays. Lorsque vous avez ça, c'est ce qu'on pensait, lorsque vous avez 187 pays qui sont incapables de combattre et de neutraliser les M23, derrière lesquels se trouve le Rwanda, ça pose un problème.
Et j'aime les journalistes qui lui ont posé la question de savoir, ben écoutez, cet armement vient d'où? Il dit ça vient de quelque part. Ça ne vient pas de la forêt. Mais les grands esprits comme les nôtres ont compris qu'ils voulaient faciliter les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi vous verrez que... Donc, à travers ces mémorandums, vous voulez dire aux Nations Unies, au regard de tout ce que vous venez de dire, qu'il faut qu'ils clarifient. Il faut que les États-Unis clarifient le G. D'autant vous plus ne demandez que... pas, comme la population de l'Est, que la MONUSCO puisse partir. J'en arrive parce qu'il n'y a aucune raison de maintenir la présence des Nations Unies chez nous. Regardez, John Bolton, l'Américain, ancien envoyé, il était d'abord ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Il a occupé d'autres fonctions par la suite, mais il vous dit clairement, je l'ai noté dans mon mémorandum, il dit les États-Unis, c'est la force. Non, les Nations Unies, c'est la force américaine. Nous l'utilisons où nous voulons l'envoyer. Et vous avez aussi beaucoup d'intervenants dans mon mémorandum qui ont dit cela clairement, que les Nations Unies, c'est un peu comme l'OTAN en Europe. C'est pourquoi nous avons demandé aux Américains qui se disent amis de la République démocratique du Congo, mais d'être clairs avec nous. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, malheureusement, il nous a poussé à le faire avec d'autres pays. C'était pour leurs intérêts dans un autre contexte, mais le contexte actuel ne justifie pas ce qu'ils poussent les Rwandais à faire au Congo. Et j'ai dit que c'est une manque de reconnaissance. Et partant, nous avons des questions à poser aux Américains. Et nous avons aussi une position à prendre vis-à-vis des Américains, parce que là, il s'agit de notre souveraineté qui est mise à mal. Posez la question, prenez votre micro, posez la question aux Congolais. Vous allez comprendre que les Congolais en ont assez. Nous sommes massacrés, nos frères sont massacrés matin, midi, soir. Et tout cela, j'ai posé la question au secrétaire général, qu'il ait le courage de dire aux Congolais que lui, ce n'est qu'un exécutant, que les Nations Unies sont une force au garde à vous des Américains. C'est clair. Ce sont vos attentes par rapport à ces mémorandums? Pardon? Ce sont vos attentes en adressant ces mémorandums? Mes attentes vont au-delà de ce que j'ai dit là. Pourquoi j'ai dit au-delà? D'abord, il faut faire partie de la MONUSCO, dont sa place n'est pas chez nous. Parce que nous avons vu, la même MONUSCO n'a pas hésité à tirer sur les Congolais. Le premier communiqué émis par les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, c'était que c'était une affaire de pierre. Imaginez-vous, vous avez des Congolais qui revendiquent leurs droits à la vie, à la sécurité, et vous allez dire que ces gens-là, ce sont les pierres. Mais la raison a fini par l'emporter. Bien que cette armée de la MONUSCO a tiré sur les Congolais, c'est-à-dire la MONUSCO a fait exactement ce que faisait la M23, elle a fait exactement ce que les Rwandais, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise avaient fait à Kisangani. Vous vous souvenez bien, en 1999. Ben, comment pouvons-nous garder cette force qui est arrimée à l'armée américaine? Ça pose un problème aujourd'hui. Je parle en tant que Congolais. Je suis un pacifiste. Mais j'ai ma souveraineté à défendre. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Ok, mais est-ce que vous croyez vraiment que vous allez obtenir gain de cause? D'autant plus que je disais tantôt que la population de l'Est avait manifesté contre l'inefficacité notamment de la MONUSCO aussi, hein, face aux rebelles. Il y a des dénonciations, il y a même des rapports qui identifient clairement que le Rwanda est derrière
les M23, mais jamais on a sanctionné les M23. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez obtenir gain de cause, vous allez obtenir une réponse favorable? Non, il ne s'agit pas d'obtenir gain de cause. Il s'agit de défendre son pays. Mais en attendant que ça change aussi, vous espérez que la situation change? Mais lorsqu'on combat, je vous donne en football, vous avez 32 équipes qui vont aller se battre pour avoir la coupe. Donc chaque équipe, interrogez chaque équipe, elle vous dira que non, non, moi je vais pour rentrer avec la coupe. Donc on a la même motivation. Mais qu'on le veuille ou non, il y a une équipe qui finit par remporter. Alors, je pense qu'un jour, la vérité, je ne parle pas de Michel au Congo, mais je parle de la vérité qui finira par triompher. Il faut encore du temps, ça peut prendre beaucoup de temps cette vérité si oui, on ne se met pas debout là. Parfois on ne gagne pas en un seul jour, mais le grand problème parce que nous sommes, vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'en une seule émission nous allons aborder toutes ces choses-là. L'état de notre armée, nous sommes infiltrés, nos services de renseignement infiltrés, bien que nous avons des vaillants Congolais qui se battent, que ce soit dans nos services de sécurité, que ce soit dans l'armée. Même au Parlement, chambre haute et chambre basse, à un moment donné, j'entends le président Mbosso en train de crier, sortez, il dit, il s'adresse aux députés. Sans les citer nommément. Sans les citer, mais ça. Il fallait les citer nommément pour que ça soit clair. C'est le manque de courage. Vous savez, je ne sais pas si nous sommes nés sous quel signe. Je ne sais pas si nous sommes nés, du moins les Congolais d'aujourd'hui. Nous sommes des bagarreurs. S'il faut se bagarrer, les Congolais. Les Congolais savent faire la paix lorsqu'il faut faire la paix. Ils savent aussi se bagarrer lorsqu'il est faut. Je ne pense pas qu'en tant qu'un homme d'État, et je l'ai dit en connaissance de cause, je ne pense pas que je peux venir à la télévision pour tout dire. Avec les Nations Unies, je n'ai pas hésité. Avec les Américains, je n'ai pas hésité. Avec les Rwandais, je n'ai pas hésité. Regardez ce que Kagame... Mais je dis, nous avons commencé par dénoncer les Rwandais, dénoncer la présence de Vincent Karega dans notre pays. On a dénoncé pas mal de choses. Et curieusement, nos institutions ont suivi lentement, à pas de tortue. C'est ce qui me fait dire que nous ne voulons jamais nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Et puis, il faut avoir le courage lorsqu'on dirige. Il faut avoir le courage lorsqu'on dirige un pays. Je ne m'adresse pas à un seul individu. Je ne m'adresse pas au seul président de la République. Je m'adresse à tous les acteurs, tous les dirigeants qui dirigent le Congo aujourd'hui. Il faut avoir le courage de dire certaines choses. Il faut avoir le courage de porter le Congo. Je ne peux pas imaginer que les chefs de l'État, de la République démocratique du Congo, se fait promener par des gangsters comme Kagame, comme Museveni Kaguta, associé au Kenyan. Le président qui vient de succéder, le président kenyan qui vient de succéder à celui qui est sorti. C'est un oiseau du même plumage avec les autres. L'image de la République démocratique du Congo. J'ai dit cette histoire parce qu'il faudrait que je revienne un peu en arrière. Cette histoire d'embargo, nous savons comment la contourner. Je parle de l'histoire de l'embargo. Nous savons comment la contourner. Regardez. Nous avons tout le moyen. Nous avons la possibilité de produire des armes ici chez nous, made in RDC. Nous en sommes capables. Il y a des industries. Pardon? Il y a des industries ici, de production d'armes. Non, je parle en connaissance de cause. Ok. N'avez-vous pas suivi des compatriotes qui ont fabriqué des véhicules, qui ont fabriqué beaucoup de choses? Nous avons ces moyens-là. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nos polytechniciens, nous avons des universités qui forment des polytechniciens. L'université de Kinshasa et l'université de Lubumbashi. Ce sont les gens qui nous seront d'une grande utilité lorsque nous prendrons la décision
des produits, des armes made in RDC. Mais aussi, tous les experts qui ont travaillé, comment on appelle ça, à notre centrale nucléaire, là-bas, ce ne sont pas les cordonniers qui ont travaillé dans ces centrales-là. Ce sont des gens expérimentés qui peuvent nous aider. Parce que, écoutez, il s'agit de défendre notre pays. Moi, je ne suis pas encore, à un moment donné, je ne suis pas d'accord avec tout ce que Kabila a fait. Kabila le père, donc Laurent Désiré Kabila. Mais à un moment donné, là où je l'ai suivi, lorsqu'il a vu la menace réelle qui pesait sur la RDC, il n'a pas hésité à dire au peuple congolais qu'il mettez-vous debout, que chacun puisse se prendre une flèche, quoi. Et ça, c'est une façon de dire que mobilisez-vous. Mais la meilleure façon de nous mobiliser, parce qu'on nous a refusé d'acheter des armes, et c'est d'en produire chez nous. Nous avons la capacité, nous avons les cuivres, nous avons ce qu'il faut. Alors, Maître Michel Okongo, comment est-ce que qu'est-ce que vous attendez tout d'abord des réactions du gouvernement, bien que votre mémorandum est adressé aux Nations Unies, mais les contenus, c'est par rapport à la situation de l'Est. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement par rapport à cette situation de l'Est à venir, quoi, là? Il faut couper la poire en deux. Nous avons la responsabilité en interne, en tant que Congolais, et il y a une part de responsabilité qui concerne la communauté internationale. Mais je voulais d'abord faire comprendre au monde entier que les Nations Unies, ce n'est pas une force de paix, mais c'est une armée. Donc c'est un bras séculier et séculier des États-Unis. C'est un peu comme l'OTAN en Europe. Nous l'avons vu à l'Ève. Ils ont tiré sur nos compatriotes. Nous avons vu. Elle a facilité la tâche au M23 parce que depuis tout ce temps, elle devait nous dire qu'elle en était capable, elle était capable de combattre le M23. Nous allions prendre d'autres dispositions, mais elle est restée là. Que faisait-elle depuis tout ce temps? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Maintenant, la responsabilité côté congolais, c'est que nous sommes trop avides du pouvoir et de l'argent. Moi, je suis incorruptible. Je n'ai jamais bouffé l'argent de Kabila. Je ne bouffe pas l'argent de Tshisekedi. Je n'arrête pas à le crier sur tous les toits. Mais je suis au service de la nation. Vous voyez, heureusement, j'ai effectué un métier noble. Pendant près d'une dizaine d'années, j'ai travaillé en tant qu'avocat en Suisse. J'ai mis de côté ce qu'il faut pour venir combattre pour la République, c'est ce que je fais. Mais à partir du moment où nous mettons des informations palpables, des informations sérieuses, stratégiques, à la portée de tout le monde, eh bien, les gens ne veulent pas, ne sont pas prenants. Et ça me choque. Est-ce que c'est par la lâcheté? Est-ce que c'est par peur d'affronter l'ennemi? Ce sont des questions que je me pose. Mais je sais une chose dont je suis certain, que la vérité finira par triompher. C'est comme ça que vous entrevoyez l'avenir vraiment de cette situation. De notre pays, l'avenir est meilleur. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on n'associe pas le peuple, mais par contre, on l'affaiblit. Mais vous savez, mon parti politique, vous êtes venu m'interviewer l'autre fois, je suis parmi la population. La population est en train, elle s'est déjà réveillée, à un moment donné on l'avait endormie, mais elle s'est déjà réveillée, mais elle est en train de se mettre debout. Le peuple congolais est dans un état très combatif. Et ça, c'est un signe positif. Regardez au Burkina Faso, lorsque le peuple s'est élevé, vous connaissez la suite. Mais moi, je suis un pacifiste. Je n'ai jamais appelé le peuple à faire quoi que ce soit. Mais j'ai dit, il y a l'exemple ailleurs. Un jour, ce peuple dont certains sont en train de marcher sur leur tête finiront par se réveiller. C'est là où je vous dis l'avenir du Congo se décidera avec le peuple congolais. Merci, Maître Michel Okongo. Je rappelle que vous êtes président de l'unité de valeurs.
Et aujourd'hui, nous avons parlé de votre mémorandum que vous avez adressé au secrétaire général des Nations Unies. Vous avez formulé des recommandations au nom du peuple congolais par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Alors, nous profitons pour faire un clin d'œil à une téléspectatrice très assidue de notre magazine Au-delà de l'actualité. C'est Madame Pauline. Madame Pauline. Oui. Oui. Pauline Okongo. Hein? Ah oui, Madame Pauline Okongo. C'est l'épouse de Maître Michel Okongo qui célèbre aujourd'hui même son anniversaire. Heureux anniversaire, Madame Pauline Okongo. Qui m'a accompagné dans ce plateau.